Bon allez, pas chasser. Tu regardes quoi là? C'est une série, ça, mon frère. Oh là là, c'est gore. Moins de 16 ans quand même. Tu sais, moi j'ai beau savoir que c'est des effets spéciaux, ça me fait bien flipper. Ah bon? Ah ouais. Pas toi? Ouais, c'est chaud. Les images violentes, on doit les éviter, sinon il faut en parler. Vas-y, raconte. Face aux écrans, soyons vigilants. Retrouvez-nous sur jeunepublic.csa.fr. À la une ce soir, le premier secrétaire du Parti socialiste est en Guadeloupe. Jean-Christophe Cambadélis tente de rassembler la gauche locale éparpillée, comme dans l'Hexagone. Selon lui, le risque pour une gauche éclatée, c'est d'être absente du second tour de l'élection présidentielle. Son cri d'alarme dans cette édition. Et que se passe-t-il à l'école élémentaire de Grandbois à Gosier? Fermée la semaine dernière, fermée encore cette semaine. Un agent infectieux crée les plus vives inquiétudes. Les autorités cherchent, mais n'ont pas encore trouvé ce qui déclenche ces allergies et malaises respiratoires. Reportage d'ATV Guadeloupe dans un instant. Et soyez vigilants, les épidémies s'installent, gastro-entérite, grippe, bronchiolite. Le nombre de cas ne faiblit pas depuis 3 mois. Le stade épidémique a été franchi et les cabinets des généralistes ne désemplissent pas. Les précisions d'Isabelle Hameau dans un instant. La 72e édition de l'Association des marchands d'Immaculée Conception a eu lieu aujourd'hui dans la ville des Abîmes. Après leur traditionnelle parade, nos pétillantes grand-mères se sont prêtées au jeu du plus beau panier. Ambiance et images dans ce journal. Bonsoir, bienvenue sur ATV Guadeloupe. Je suis ravie de vous retrouver. Les 22 et 29 janvier prochains, les électeurs de gauche seront appelés à désigner leurs candidats pour la présidentielle 2017. Certains se sont déjà placés sur la ligne de départ et d'autres ont choisi de snober ce rendez-vous, comme Emmanuel Macron ou encore Jean-Luc Mélenchon. Pour éviter la dispersion et l'éventuelle élimination de la gauche au second tour de la présidentielle, le premier secrétaire du Parti socialiste a effectué une série de déplacements dans tous les départements d'outre-mer. Arrivé chez nous hier, il a mis en place une conférence de presse ce matin au centre Rémina Souta de Pointe-à-Pitre. Reportage Moïse Dexter, Patrick Curie et les commentaires de Nathalie Dinan. Se rassembler pour faire front face à l'extrême droite et aux idéaux de Fillon, c'est le mot d'ordre du premier secrétaire du Parti socialiste, Jean-Christophe Cambadélis. Il est venu à la rencontre de toutes les composantes de la gauche locale. Alors pourquoi s'unir? Pourquoi le président ne se représente pas? Autant d'interrogations auxquelles le premier secrétaire doit répondre. Nous étions confrontés à une extrême droite qui rôdait, qui était là. Certes, elle ne veut pas venir en Guadeloupe, mais elle est bien présente en métropole, qu'ils peuvent gagner l'élection présidentielle, vu les difficultés de report de la droite sur la gauche et de la gauche sur la droite, vu le programme de la droite. Je leur ai dit que Fillon avait un programme non pas d'union nationale, mais de confrontation nationale. Ce n'est pas risible, mais ça montre très bien quelle est la nature du candidat de la droite. Donc face à cela, soit on reste partagé, fragmenté, émietté, soit on se rassemble. Et on peut se rassembler dans les primaires. Quant à nos représentants de la gauche locale, ils se disent prêts à organiser des primaires forts de leur expérience de 2011 et prêts à respecter le choix des partisans dans l'unité du parti. On a eu l'occasion de rencontrer le PPDG, la FRAP et d'autres camarades, au-delà même de la Fédération socialiste. Nous aurions aimé rencontrer toute la gauche. Malheureusement, ça n'a pas été possible pour plusieurs raisons. C'est devant la fragmentation et de la dispersion de la gauche, tant au niveau local que national, il était nécessaire que le premier parti, le Parti socialiste au pouvoir, vienne dans un premier temps mobiliser sa propre fédération et deuxièmement de discuter parce qu'il y a quelques questions qui se posent. Une tâche qui s'annonce ardue, plusieurs candidats refusent toujours pour l'heure de participer aux primaires, ce qui risque de peser lourd lors de la présidentielle. Les primaires en Guadeloupe auront lieu le 21 et le 28 janvier dans 50 bureaux de vote répartis sur l'ensemble de l'archipel. Fermée la semaine dernière à la suite des plaintes de plusieurs enfants pour malaise respiratoire et allergie, l'école de Grandbois à Gosier est de nouveau fermée et ce jusqu'à demain. La municipalité a finalement décidé de reprendre ce matin les investigations pour trouver la cause exacte de ces troubles. Reportage Patrick Curie, Moïse Dexter et Nathalie Dinan. Une nouvelle fermeture de l'école primaire Turenne-Thénard qui inquiète les parents d'élèves. Les mêmes symptômes, étourdissement et irritation de la gorge, ont été ressentis par des écoliers et des enseignants.
La municipalité a donc pris de nouvelles dispositions. Lors du premier incident, il y a donc eu des analyses du SDIS et de l'ARS qui ont été négatifs. L'ensemble des marqueurs qui ont été utilisés se sont révélés négatifs. Par conséquent, l'autorité a décidé de réouvrir l'école puisqu'il n'y avait plus de risque potentiel. Ensuite, s'est produit donc à nouveau des démangeaisons au niveau des enfants et de quelques enseignants. Et à ce moment-là, nous avons décidé de pousser beaucoup plus loin les investigations. Et donc l'autorité a décidé donc la fermeture de l'école afin de pouvoir pousser plus loin les investigations pendant 2 jours. Dans un premier temps, ces nouvelles investigations ont concerné les salles de classe ainsi que les abords de l'établissement scolaire. Il s'agissait, selon les termes techniques, d'un gaz aéroporté. Ça veut dire qu'il s'agissait donc d'une substance qu'on ne pouvait pas déceler, mais qui n'était plus présente dans l'air au moment où le SDIS a procédé au test. Le tour a été fait autour de l'école pour vérifier au niveau des arbres, notamment présents autour de l'école. Il n'y a pas de risque à ce niveau. Puis, dans un deuxième temps, compte tenu du fait que les démangeaisons ont repris au niveau des enfants et des adultes, il a donc été décidé d'aller un petit peu plus loin, notamment au niveau de la toiture de l'école. L'action consiste à traiter les bâtiments concernés contre les chauves-souris et autres nuisibles. Si rien n'est détecté, l'établissement rouvrira ses portes mercredi aux heures habituelles. Gageons que ces nouvelles investigations s'avèrent efficaces et le nouveau traitement durable. Au chapitre santé maintenant, le nombre de gastro-entérites augmente chez les médecins. Les consultations pour cette pathologie ont dépassé les valeurs maximales attendues pour la saison depuis 3 semaines. On compte également les épidémies de grippe et de bronchiolite. Isabelle Amou vous livre quelques conseils pour vous en prémunir. Les cabinets médicaux sont pris d'assaut. Et pour cause, les médecins généralistes constatent une forte augmentation de gastro-entérite et de grippe depuis ces 3 dernières semaines. Pour limiter l'épidémie, quelques gestes principaux sont à retenir. Premièrement, respecter les traitements antiviraux et les suivre jusqu'au bout, comme recommandé par le médecin. Ces médicaments sont actifs uniquement que s'ils sont administrés dans les premières 48 heures de la maladie. Deuxièmement, se laver les mains à tout instant pour éviter la propagation des bactéries et jeter systématiquement les mouchoirs usagés. Il est recommandé d'éviter le contact permanent avec le malade. Par ailleurs, il faut bien s'hydrater dans la journée. L'hydratation fait partie des traitements obligatoires en cas de grippe et de gastro-entérite. Et enfin, privilégier le repos. Santé toujours, la Guadeloupe est le 2e département français le plus touché par le virus du sida. Plus de 20% des personnes contaminées sont identifiées tardivement, souvent quand l'infection est déjà arrivée au stade sida. Selon certains spécialistes, on pourrait faire disparaître cette épidémie grâce à une généralisation du dépistage du VIH. Y êtes-vous favorable? Patrick Curé et Moïse Dexter vous ont posé la question. On écoute vos réponses. Oui, c'est normal parce qu'il faut vérifier est-ce que tout le monde est en bonne santé. Parce que la maladie, il ne faut pas s'acheter maladie par contre. Il ne faut pas s'acheter maladie du tout. Les bons malades ou bien malades avec ce sida-là. Oui, pourquoi pas. À partir du moment que ça permet d'avancer, ça permet d'évoluer. Pourquoi pas. Bah oui, c'est logique. On ne peut pas être contre ça, ça tue du monde. Si ça peut faire du bien, tant mieux. Bah oui. Donc ouais, je suis pour. C'est pas obligatoire. C'est si les gens veulent, si les gens pensent qu'ils ont pris des risques, à ce moment-là, c'est nécessaire. Mais s'ils n'ont pas pris des risques, c'est pas la peine. Parce que c'est utile et nécessaire pour tout le monde, pour la santé de la population. Quelqu'un qui ne veut pas être dépisté et se voyant dépisté automatiquement peut ne pas être d'accord, peut se sentir blessé quelque part. Mais par contre, ça a du vrai, ça a son bon côté. Ça évite que la maladie se propage. C'est primordial, je crois, pour la santé. Il faut savoir où on va. Si on me vit, on me sentit, on peut faire, mais si on me... c'est important. On ne veut pas que les gens meurent du sida, c'est normal. C'est pour ça. Tout dépend, ça peut blesser. Mais quand même, ça c'est comme une médaille. Ça a son bon côté, ça a son mauvais côté. Moi, je dirais oui quand même. Hein. Oui. Parce qu'au-delà des choses qui sont déjà installées, mais comme il y a toujours un mouvement de personnes, donc c'est bien de faire que tout le monde, que ce soit étranger ou pas étranger, fasse des dépistages. Restez sur ATV Guadeloupe dans quelques minutes, la grande parade des marchandes des abîmes. Et puis coup d'œil sur le club de volleyball de Baïf qui connaît de grandes difficultés et tente par tous les moyens d'améliorer ses conditions médiocres.
La filière banane de Guadeloupe est le premier employeur du secteur agricole. Elle fait vivre près de 1400 personnes, de mieux en mieux formées. Pour répondre aux nouvelles exigences réglementaires, techniques et commerciales, l'ensemble des producteurs regroupés sous le nom de la SICA LPG ont initié un vaste plan de formation avec notamment Pôle emploi et la mission locale. Karen Diamin nous en dit plus. Là, elle va essayer de faire les fruits les plus longs, les moyens et là les plus courts, mais toujours dans la même catégorie. Depuis une semaine, ils sont 19 à suivre cette formation autour de la culture de la banane. C'est une formation totale de 400 heures qui comprend donc à la fois des cours pratiques qui sont sur le terrain, dispensés par des formateurs, planteurs de bananes, et également des formations théoriques en classe qui sont dispensées là par un formateur agrotechnicien du service des producteurs de Guadeloupe. Et on a également la passation du certifito et du CACES 8, tracteur agricole. Aujourd'hui, l'accent est mis sur la théorie. Là, on est sur du 4, et bien entendu, tout ce qui est 5 rangées. C'est les derniers au pâte. Donc, on aura vraiment 5 rangées, mais ce sont des fruits courts, petits, qui ne pèsent pas. Très bien accueillie par les producteurs de bananes de Guadeloupe, cette formation permettra d'atteindre, à long terme, 2 objectifs. Le premier volet pour lequel cette formation POSC a été déclenchée, c'est d'abord pour pallier au cap 100 000 tonnes. D'accord, donc on a besoin de 500 nouveaux emplois, parce qu'aujourd'hui le dossier a été accepté par la région et on atteint l'accord de l'État. Et le deuxième volet, c'est effectivement pour pouvoir pallier aux salariés qui vont partir à la retraite. Non seulement on a besoin de personnes supplémentaires, on a besoin également pour succéder les ouvriers qui sont déjà présents. Aujourd'hui, on a un gros souci de formation, c'est-à-dire que les planteurs sont déjà tellement débordés dans leur propre travail qu'ils ont besoin d'acquérir des ouvriers, un vivier d'ouvriers qui soient déjà formés, qui connaissent déjà le métier et qui soient prêts à l'emploi en fait. Donc aujourd'hui, ça nous permet, même si c'est nous planteurs qui sommes formateurs, de pouvoir délivrer ce vivier agricole qui soit déjà prêt à l'emploi. À l'issue de cette formation, les apprentis obtiendront le titre d'ouvrier agricole de la banane et pourront intégrer directement le marché du travail. Il refuse un candidat à la présidentielle qui fasse partie des formations politiques déjà représentées au Parlement. Un mouvement citoyen nommé La Maison des Citoyens, fondé par l'écrivain Alexandre Jardin, tente de mobiliser des forces en Guadeloupe. Evelyne Ménard, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous avez adhéré justement à ce mouvement citoyen qui est en train de devenir un mouvement politique, puisque Alexandre Jardin s'est présenté, a présenté sa candidature pour l'élection présidentielle 2017. D'abord, racontez-nous un petit peu l'histoire de cette maison des citoyens. Comment tout a commencé ? Tout a commencé en fait par une vidéo d'Alexandre Jardin au mois d'août. Et toutes les personnes en fait ont vu cette vidéo et certains ont dit mais on va l'aider parce que ce qu'il dit c'est censé. Donc nous avons créé les uns après les autres en fait. On s'est mobilisé en fait tout le monde quelque part. Donc il y a 190 maisons aujourd'hui qui se sont créées. Personnellement, j'ai vu le mouvement se mettre en route et j'attendais. Mais qu'est-ce qui vous a touché dans le discours d'Alexandre Jardin, qui est écrivain, très connu pour son livre Le Zèbre. Qu'est-ce qui vous a touché dans son discours ? En fait, c'est un discours où c'est pas le même discours de ce qu'on entend habituellement. C'est donner l'espoir aux gens en existant. Parce qu'en fait, aujourd'hui, on est juste là pour mettre un bulletin de vote dans l'urne et c'est tout. Après, rien ne se passe. On n'est jamais consulté, on est obligé d'accepter les lois et ça pendant 5 ans. Donc c'est trop long. Et donc là, avec un changement de méthode, puisqu'en fait c'est un changement de méthode qu'il va y avoir dans son programme, dans notre programme, puisqu'en fait la Maison des Citoyens, elle est à tout le monde. Hein. Donc tout le monde peut y rentrer, bien sûr. Chacun fait sa part. On est tous à même de trouver des résultats positifs dans chaque milieu professionnel. Quelles sont vos idées ? Puisque vous refusez, votre idée c'est de vous démarquer de la gauche, de vous démarquer également de la droite, de ne ressembler à aucun parti politique. Voilà. Quelles sont vos idées et quel est votre programme ? Voilà. Alors, c'est vrai qu'on n'est ni droite ni gauche. On est juste nous, les citoyens. Parce que les citoyens, ils n'existent plus aujourd'hui. Quand vous regardez, il y a 25 millions de personnes qui ne se sont pas exprimées en 2012. Donc on veut faire exister ces personnes. Plus tous ceux qui ne se reconnaissent plus dans la politique actuelle, on veut les faire exister. Parce qu'ils ont leur mot à dire, en fait. Tout le monde a un mot à dire, enfin, à faire. Ils ont des idées. Ça existe déjà, puisqu'il y a déjà beaucoup de faiseux. On appelle ça des faiseux, c'est ceux qui sont en action. Donc il y a beaucoup de personnes déjà qui font des choses et qui marchent.
Donc pourquoi pas prendre ces idées-là et puis quelles sont les idées concrètes en économie, par exemple, pour booster l'emploi? Quelles sont vos idées? Par exemple, pour booster l'emploi, imaginez qu'aujourd'hui, pour aller s'inscrire, il faut avoir Internet. Une personne qui n'a pas Internet ne peut pas aller s'inscrire. Donc c'est inadmissible. D'ailleurs, ça fausse aussi les données informatiques. Mais alors, je vous invite à aller voir le programme, puisqu'il est tout chaud. Il est sorti cet après-midi. Donc sur la page de la Maison des Citoyens, la Maison des Citoyens Guadeloupe, puisqu'elle existe, la maison. Donc il y a tout le programme, enfin une partie, parce que bien sûr, il y a beaucoup de travail, hein, sachez-le. C'est vrai qu'on est déjà nombreux, en sachant qu'il y aura une plateforme qui est en train de se créer pour que les citoyens puissent aller intervenir, c'est-à-dire dans les forums, donner leurs idées. Voilà. Et c'est avec ça qu'on va construire la France de demain. En fait. Vous l'avez dit tout à l'heure, hein, en France hexagonale, il y a déjà plus de 100 maisons, quasiment 200. Voilà. Quelle est la situation pour la Guadeloupe? Est-ce qu'il y a le même engouement en Guadeloupe? Alors oui, moi j'invite, c'est vrai qu'on va sur les actions. Hein. J'ai rencontré beaucoup de personnes. Vous êtes combien à peu près? Là, on est 600 personnes. Mais par contre, de toutes les maisons. 600 en Guadeloupe. 61 000 personnes qui se sont comptées. En fait. Et 61 000 en France hexagonale, sur l'ensemble du territoire national. Voilà. Donc c'est énorme parce qu'on voit que les personnes veulent bouger en fait. Et on ne peut pas accepter encore prendre 5 ans avec quel programme? Encore un programme qui va encore nous pénaliser davantage? Non. Quelles sont les actions que vous avez l'intention de mettre en place? Alors, des actions, il y en a plusieurs, parce que dans le programme, évidemment, c'est déjà surtout accompagner les gens qui savent faire, en fait. On va les mettre en avant, ces personnes qui savent faire. Vous, par exemple, vous avez certainement des choses à faire, vous avez des idées. En fait, tout le monde peut participer, c'est ça. On veut vraiment faire participer les citoyens. Et en fait, c'est pas l'élection d'un homme, hein, c'est l'élection d'un peuple. Donc c'est chacun qui doit apporter sa pierre à l'édifice, entre guillemets, parce que c'est une maison aussi. Donc chacun amène sa pierre. Voilà, exactement. Et on peut réparer les fractures du pays dans tout. Il n'y a pas besoin d'avoir des méthodes. Enfin, nous, c'est pas des promesses. Nous, on a déjà les méthodes, en fait. C'est ça. C'est-à-dire, on va mettre en face déjà les choses qui existent. C'est-à-dire on a envie d'en savoir plus. Parce que ce que vous me dites, finalement, on pourrait le faire dans une association. On n'est pas obligé de s'investir en politique. Oui, mais il faut quand même bouleverser. Enfin, il faut revoir la Constitution, on est d'accord. On peut pas continuer à en voir des lois qui sont pondues sans même... En fait, on ne sait pas... aujourd'hui, c'est ça, et demain, c'est encore autre chose. Non, les citoyens ne se retrouvent plus du tout dans les promesses qui ne sont jamais tenues, déjà. Donc il faut vraiment bouger, mais c'est les citoyens qu'il faut qu'ils bougent. Donc j'invite à la population vraiment à bouleverser tout ça, quoi. Il faut qu'on soit ensemble. Y a-t-il un prochain rendez-vous prévu en Guadeloupe, justement, pour toutes les personnes qui aimeraient avoir plus d'informations et adhérer à ce mouvement? Oui, alors déjà, il y a le www.lamaisondescitoyens.fr. Là, vous pouvez aller vous compter. Parmi les 60 000, on en a beaucoup encore qui se comptent. Après, vous avez l'adhésion au niveau du mouvement politique. Donc, pour rejoindre Alexandre Jardin, donc chacun fait sa part. Donc là, c'est le www.lescitoyens1.fr. Donc là, vous pouvez adhérer à 2 €, c'est-à-dire que, voilà, pourquoi pas. Hein. Moi, j'avoue que c'est la première fois que j'ai adhéré à un parti. Alors que je ne fais pas de la politique, en fait. En fait, dans faire de la politique, vous avez 2 mots, faire et politique. Eh bien, nous, on veut faire, mais on ne veut pas de la politique. Merci Evelyne Ménard d'avoir accepté de répondre à nos questions ce soir. Il s'agit maintenant, selon le Conseil représentatif des associations noires de France, d'une avancée importante sur la question de la réparation. Le président de la mission de préfiguration de la Fondation pour la mémoire de l'esclavage, voulue par François Hollande, qui est un économiste béninois, Lionel Sinzou, et ancien Premier ministre d'ailleurs du Bénin, a rendu son premier compte-rendu aujourd'hui concernant la création de cette fondation, qui était présentée aujourd'hui en préfecture. Reportage Isabelle Amour, on regarde ensemble. Le projet d'une fondation pour la mémoire de l'esclavage, des traites et de leur abolition avance. L'idée étant de créer un lieu national du respect de la mémoire des esclaves, en lien étroit avec le Memorial Act. Il faut qu'un lieu national qui dise considération et respect, à la fois pour les esclaves, dans la mémoire, pour leurs descendants, pour les résistances, pour les abolitionnistes, que tout ceci, ce qui est beaucoup refoulé encore, soit bien clairement présenté, dévoilé, à la fois dans les lieux, à la fois par les associations, à la fois par les chercheurs académiques.
Une fondation réclamée par les associations antiracistes et des historiens. Celle-ci pourrait entre autres être au service de l'éducation et permettra de libérer les esprits. Il faut non seulement apaiser les esprits, mais développer la connaissance, développer l'éducation, et puis que la multiplicité de ces histoires soit comprise les unes par rapport aux autres. Et on l'a vu notamment l'an dernier, lorsqu'il y a eu la destruction de cette stèle qui avait été faite par les descendants des premiers colons. On voit que c'est quand même une histoire qui est très sensible et que lorsqu'on fait des choses en termes commémoratifs, il faut être très attentif à ne pas blesser la mémoire et l'histoire de l'autre. Cette initiative présidentielle qui, pour ne pas heurter un existant déjà mondialement reconnu, devra porter sa valeur ajoutée au travail mémoriel. Vestiaires saccagés régulièrement, matériel inadapté, le club de volley-ball de Baïf rencontre de nombreuses difficultés. Pour y remédier, les adhérents et leurs présidents tentent par tous les moyens de récolter des fonds. Samedi dernier, ils ont organisé une foire sucrée et salée. Karen Diamin a fait le déplacement. On éclate tout à Baïf, c'est chiant. Il y a même la cellule de la porte là-bas. Patrick est l'entraîneur et président du club AOB, plusieurs fois champion de volley-ball. Aujourd'hui, il déplore les conditions dans lesquelles il doit favoriser le sport et la jeunesse. J'avais demandé à la commune d'essayer de repeindre les vestiaires et franchement, les équipes filles qui viennent pour se doucher à l'intérieur, c'est un peu crade quoi. Donc c'est pas agréable pour des filles. Il y a les équipements comme par exemple les ballons. Je peux vous montrer aussi la différence entre un ballon qu'on vient d'acheter et le ballon après 1 an. Mais c'est surtout le toit en fait qu'il faudrait pour qu'on puisse en fait faire plus. Parce que travailler sous le soleil comme nous sommes aujourd'hui là, c'est pas évident. Vous allez voir le grillage est très coupé à certains endroits. Il y a même à certains moments aussi, on nous avait volé les poteaux, on nous a détérioré aussi les poignées, les serrures de porte. Donc il y a tout un tas de phénomènes en fait qui fait que il y a un mal-être et par rapport à ce mal-être en fait, on a beaucoup de difficultés pour essayer de se développer ici à Baïf. Malgré des conditions d'entraînement plutôt moyennes, le club se positionne tout de même 5e du championnat et observe des objectifs bien précis. L'année dernière, on a fini en play-off, 4e place. Et cette année, bien sûr, c'est de retourner au play-off et de faire mieux cette année. On a besoin de monde parce que pour faire vivre le club, il faut des joueuses, il faut des licenciés. Sur la commune de Baïf, en tout cas dans le secteur sud-Basse-Terre, c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup de clubs. D'ailleurs, j'ai envie de dire, au niveau des filles, on est le seul club au niveau sud-Basse-Terre. Donc c'est vrai qu'il y a un engouement. Avec près d'une trentaine d'adhérents, l'un des autres objectifs du club est de pérenniser l'activité volleyball par l'apprentissage des plus jeunes. Ça fait 7 ans que je fais du volleyball et il y a ma mère et mon oncle qui pratiquent ce sport. Et en les voyant jouer, ça m'a donné envie de jouer comme eux, d'apprendre, de progresser et tout. Il faut qu'il y ait la relève parce que très souvent, quand les jeunes arrivent à 18, 19, 20 ans, ils sont obligés de partir pour les études. Donc on a besoin des petits pour faire la relève et même pour relever les vieilles comme moi. À l'issue de la foire sucrée-salée, le club a récolté 280 € qui permettront de payer l'assurance du club. Un geste plus que nécessaire. Elles étaient parées de leurs plus beaux atours. Il s'agit des marchandes de la ville des Abîmes. Elles ont paradé dans les rues de la ville aujourd'hui à l'occasion de la 72e édition de leur grande parade nommée Immaculée Conception. Linda Kayarsi a suivi cet événement haut en couleur. Pour clore la fête patronale des Abîmes, les marchandes ont sorti leurs plus belles tenues, mais surtout leurs plus beaux paniers. Une patate, une zium, un concombre. Oui, tu m'as dit. Oui. Oui. Et ça a rappelé l'époque, peut-être les hôtels marchands, on va connaître. Mais en tout cas, toujours, madame. En tout cas, vient la messe, toutes les immaculées. Mais pas de cas, porter panier, mais l'idée à ça. Dis-moi, porter panier, moi, dis-moi, panier. Pour ces aînés de l'association des marchandes, Immaculée Conception des Abîmes, c'est un rendez-vous à ne pas manquer, la 72e édition. De nombreuses années, très très longtemps que ça perdure cette manifestation de marchandes parce qu'il y avait beaucoup de marchandes aux Abîmes. Donc ils ont effectivement monté une association et chaque année nous faisons cette messe dédiée aux marchandes.
Une sortie dans les rues, tout en couleur et en cadence, pour une transmission intergénérationnelle. Vous allez voir qu'il y a des enfants, il y a des enfants à l'école, je crois que CP ou élémentaire. C'est juste une façon pour voir l'intergénérationnel entre les jeunes et les personnes âgées. Voilà. Comme leurs aînés, les jeunes générations portent une attention particulière au panier, qui fait l'objet de concours. Plus qu'une simple parade, il s'agira d'honorer la marchande pour ses efforts, la préservation de notre patrimoine, pour sa tenue et la qualité des produits présentés. En tout, pas moins d'une dizaine de marchandes participeront à ce concours. À la clé, un voyage et un bon nombre de cadeaux. Place aux informations pratiques. Maintenant, sachez que la Guadeloupe a été placée cet après-midi en vigilance jaune pour mer dangereuse à la côte. Soyez donc prudents. Et enfin, il y aura des coupures d'électricité prévues à Saint-Louis, de Marie-Galante ainsi qu'à Sainte-Rose, dans plusieurs quartiers, notamment de Sébastien-Soletti de Desbonnes, de 9h à 14h. Et enfin, l'établissement français du sang vous donne rendez-vous demain à la plage Gertier-Archimède de Mornalo, de 9h à 12h30. Et c'est la fin de notre édition locale et régionale, mais on se retrouve dans un court instant, juste avant de retrouver Eddy Planté pour Questions directes. On va peut-être changer, non? Moins de 10, c'est pas vraiment de votre âge. Ça vous a pas paru un petit peu bizarre, le garçon qui embrassait toutes les filles, là? On avait pas mal de copines, non? Ouais, tu te laisserais, toi, attraper par les cheveux comme il faisait? Bah non, jamais de la vie. Je sais pas, tous les garçons qui applaudissent autour, c'est franchement... au secours. Les images choquantes, on doit les éviter, sinon il faut en parler. Pourquoi? Face aux écrans, soyons vigilants. Retrouvez-nous sur jeunepublic.csa.fr.